Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à la planète santé consacrée au traitement de l'information sanitaire, AfriSanté. 43% des naissances vivantes sont prises en charge par les femmes accoucheuses. Pourtant, un demi-million de femmes meurent suite à leur grossesse sur leur table d'accouchement en Afrique subsaharienne. Plusieurs s'interrogent, faut-il, oui ou non, supprimer le rôle des femmes accoucheuses dans les structures hospitalières? Pour répondre à ces questions et entreprendre le cheminement de cette pensée, nous allons vous présenter les acteurs de la santé, experts de la santé qui ont pris sur eux le soin de venir vous répondre et discuter avec nous pour nous éclairer, édifier. Je vous présente Dr André Ouakar, bienvenue. Bienvenue. Merci M. Horus et merci aussi de m'avoir invité pour une réunion en Afrique Santé. Le guerrier de l'information, on peut vous donner à ce titre, puisque vous êtes fidèle et vous êtes réputé pour votre hargne dans la distribution de la vérité. Pas de politique, on retient de la dernière émission. Bien sûr, parce que si je suis régulier ici, c'est exactement parce que Afrimédia est une télévision de la vérité et moi je suis quelqu'un qui parle vérité. Vérité sans politique. Docteur Totia, vous êtes docteur gynécologue, obstétricien. Ce n'est pas la première fois qu'on vous a sur le plateau et on est encore fiers de vous retrouver ici encore avec toute la disposition intellectuelle et surtout scientifique qui doit peser sur ce débat. Oui, c'est un plaisir partagé, Ulrich. Nous disons comme ça bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et nous sommes encore contents d'être là cet après-midi pour dire un mot, n'est-ce pas, dans ce débat qui est d'actualité, n'est-ce pas? Donc, on espère que pendant tout ce temps, nos téléspectateurs retiendront quelque chose d'essentiel de ce grand débat que nous aurons. Merci. Merci de ces présentations. La joie, on espère qu'elle est partagée d'être sur ce plateau. Monsieur Ouba, je vous laisse ce soir vous présenter à toute l'Afrique entière et pour les téléspectateurs. Bon nombre vous reconnaîtront. Vous écumez les plateaux d'Afrique. Exactement. Merci beaucoup de m'avoir invité dans cet auguste plateau et cette grande chaîne médiatique. Je suis le professeur Ouba Razak, c'est-à-dire professeur en médecine traditionnelle africaine, qui a même créé une science d'investigation et traitement des phénomènes paranormaux appelée la rasothérapie. La rasothérapie. Je pourrais prononcer mieux ce nom la prochaine fois. Exact. Nous parlons, chers téléspectateurs, des femmes accoucheuses qui ont bercé notre enfance, ceux de nos aïeux surtout. Ces femmes accoucheuses, faut-il, oui ou non, les préserver dans les structures hospitalières? C'est avec ce reportage que nous allons les recevoir sur ce plateau. Pendant 14 ans, de 1989 à 2003, le Libéria a été en proie à une guerre civile violente. Les longues années d'adversité ont plongé le pays dans une crise profonde. Le comté de Lofa, dans le nord-ouest du Libéria, a été une des zones les plus durement touchées. La plupart des habitants ont fui. En 2003, il restait très peu d'infrastructures dans le comté. Les routes, les écoles et les structures de santé avaient été détruites. 5 ans plus tard, les centres de santé ne sont pas tous opérationnels. Ceux qui restent manquent de personnel et sont souvent inaccessibles. La guerre terminée, les gens sont retournés dans le comté de Lofa, mais de dures épreuves les attendent encore. Les femmes sont particulièrement vulnérables aux problèmes liés au conflit. L'accès aux soins de santé reproductive de base reste difficile. Kebe Koli est retourné dans son village il y a 2 ans, après un long exil. Kebe et sa famille ont ensuite enduré 3 autres années de déplacement à l'intérieur du pays, à aller de village en village et à se cacher dans les forêts. Elle a perdu tous ses biens. La population reste optimiste, même si le manque de ressources conduit souvent à la mort. Les taux de mortalité maternelle et infantile au Libéria sont parmi les plus élevés du monde. Il reste toujours très peu de professionnels de la santé qui peuvent prodiguer des soins et former les étudiants. At the moment, the country has so many needs in pertaining to the reduction of maternal mortality rate. And since we don't have the skilled personnel in the country,
enough skilled personnel. So you have to train those ones that are present. To train a skilled midwife, it will take you 2 years to 3 years for them to be qualified. So in the process, what are you going to do? The deliveries have to continue. Le ministère libérien de la Santé et le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, travaillent en partenariat pour lutter contre la pénurie de sages-femmes formées en réalisant un programme qui tient compte des traditions locales. De tout temps, les sages-femmes traditionnelles se sont occupées des femmes enceintes dans les villages. Ce programme, destiné à donner à ces sages-femmes de meilleures compétences, constitue une solution provisoire au manque chronique de personnel médical formé. The traditional midwives are chosen in the community by the community themselves. And why the community has to choose them? Because they are taken like volunteers. And the community knows who are volunteers and who are respected. Because, you know, traditional midwives also play a vital role in the community. They do a lot of sensitization, they do a lot of mobilization, and they also take some decisions in the community. So they are very important people, and that's why it's good for the community itself to choose the people. Kébé a été choisi par son village pour suivre le programme de formation de 6 mois. La fin du stage donne à la communauté tout entière une bonne raison de faire la fête. Une cérémonie est organisée spécialement en l'honneur des diplômés. Docteur Totia, au sorti de cet intéressant visionnage, je vous pose la question en premier. Vous êtes gynécologue. Ces médecins ou ces femmes accoucheuses-là, on voit bien qu'elles sont efficaces et qu'elles ont aidé le Libéria de la période de 1980 à 2003. Elles ont eu le devant de la scène. Aujourd'hui, pourquoi ces accoucheuses tendent à disparaître des structures hospitalières alors que leur efficacité avait déjà été avérée? Ulrich, nous allons dire que bon, c'est un problème, hein, le problème d'accoucheuse, le problème de matrone en Afrique. Nous n'avons pas la prétention de dire qu'elles ne valent rien, parce qu'avant la venue, n'est-ce pas, de la médecine conventionnelle et avant que nous nous soyons formés, ce sont ces matrones qui faisaient tout le boulot. Mais je suis d'accord avec le programme, n'est-ce pas, avec le CICR. Vous avez appris que vous avez suivi dans le reportage qu'il y a eu comme un partenariat entre le gouvernement libérien et le CICR qui donnait à ces matrones une formation de 6 mois. Et cela veut dire que on veut améliorer, n'est-ce pas, la prestation de ces matrones-là. Alors donc, à mon avis, dire qu'elles ne sont pas importantes, je dirais non. Mais je dirais plutôt que améliorer leurs prestations, c'est encore mieux. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut apporter une formation. Et une formation vraiment requise. Et nous savons très bien que le taux de mortalité maternelle, si ce taux est très élevé dans nos contrées en Afrique, c'est dû au simple fait que le réflexe des urgences sont encore, n'est-ce pas, à corriger. Qu'est-ce qui tue les femmes? C'est surtout l'hémorragie. Surtout l'hémorragie. Et c'est pour ça qu'il y a un programme de l'OMS même, hein, qu'on appelle le SONU, les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, n'est-ce pas, qu'on apporte pour améliorer encore davantage. Donc, en ce qui nous concerne, le sujet que vous avez posé, la question que vous avez posée, nous allons nous limiter simplement, n'est-ce pas, aux matrones, pour dire que nous ne sommes pas en train de nier et de remettre en question, n'est-ce pas, leur rôle. Mais nous sommes en train de dire sur ce plateau que améliorer leur formation serait encore plus efficace, n'est-ce pas, pour que les prises en charge soient de plus en plus des meilleures, quoi. Alors, vous permettez, je vais jeter exprès le pavé dans la mare. Oui. Et il y a une pratique très courante et très courue en Afrique subsaharienne. Peut-être on va expliquer cela par les conditions d'extrême pauvreté. Oui. Mais lorsqu'une femme s'aventure aux urgences ou alors dans le bloc opératoire, on a l'usage systématique de pratiquer la césarienne. Une césarienne qui est un accouchement au couteau et qui laisse de nombreux dégâts. Alors pourquoi la césarienne alors que la matrone pouvait faire mieux, sinon pareil, sans césarienne? Ça me fait un peu rire, M. Ulrich. Vous êtes très sérieux quand vous posez votre problème, votre question. Mais en tout cas, moi, ce que je vais vous dire par rapport à la pratique de la césarienne, c'est quoi? La césarienne est un recours qui est dernier. C'est un dernier recours. Alors, et vous allez voir que aujourd'hui, si vous prenez, n'est-ce pas, le taux de mortalité maternelle, d'accord? Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, vous faites une comparaison à une autre date d'il y a peut-être 20 ans.
ou 30 ans en arrière, vous allez vous rendre compte que on aura l'impression, c'est une impression qu'aujourd'hui on pratique plus de césarienne que hier. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que on apprend davantage l'obstétrique. En obstétrique, on apprend tous les jours. Et on comprend que si hier, il y avait eu un taux de mortalité maternelle qui était très élevé, c'était peut-être dû au fait qu'il y a des choses, n'est-ce pas, qu'il fallait prendre en compte, dont on ne prenait pas en compte. Et nous prenons un exemple, prenons juste un exemple. Hein. Prenons une femme qui porte un bébé. Et lorsque vous examinez cette patiente, vous vous rendez compte qu'elle a une hauteur utérine peut-être à 40. C'est un exemple. La hauteur utérine est à 40, avec une circonférence abdominale qui va dans les 120. Là, tout de suite, vous estimez le poids du bébé à environ 4,5 kg, 5 kg. Alors, imaginez que cette patiente-là soit une petite de 17 ans. Même si elle avait 20 ans, on ne sait pas. Ce n'est pas très important. Mais supposez que cette patiente n'ait jamais accouché. Elle n'a jamais fait la preuve de son bassin. Et lorsque vous faites une estimation du poids par rapport, n'est-ce pas, au bassin que vous examinez, parce que vous connaissez comment examiner un bassin, vous vous rendez compte directement qu'il y a une disproportion. Elle ne peut pas accoucher normalement par voie basse. Alors, l'éducation de la césarienne se prend aisément aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez été formé que si vous avez une macrosomie chez une patiente, n'est-ce pas, qui est nullipare, je veux dire nulligeste, elle n'a jamais accouché, et que vous avez examiné son bassin, et que c'est un bassin qui est généralement rétréci, parce que l'enfant ne pourra pas descendre, vous décidez d'une césarienne. Est-ce une mauvaise ou une bonne chose? Je pense que c'est une bonne chose. Alors, la matrone, face au même cas, par exemple de macrosomie, donc, elle est un peu limitée, si on peut dire ainsi, par rapport aux estimations. Parce que pour laisser une femme accoucher normalement, on fait ce qu'on appelle un pronostic, n'est-ce pas, d'accouchement. Alors, elle voit le bébé qui est assez grand, elle peut-être se rendre à tel compte que le bassin n'est pas suffisamment outillé, n'est pas suffisamment grand pour pouvoir laisser sortir ce bébé. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous croyez qu'elle fait la magie, non? Et une chose est certaine, c'est que à un moment donné, n'est-ce pas, cet enfant, si jamais sa tête s'engage, à un moment donné, il y aura des soucis parce que l'enfant ne pouvant pas sortir, d'accord, et on aboutira vraisemblablement à une mort fétale in utero. Alors donc, et après, bon, on ne sait pas trop comment les choses se passent, que se passait avant. Je dis ce qui se passe aujourd'hui, parce que face aux macrosomies, même quand bien même nous avons un gros bébé qui n'arrive pas à sortir et que la matrone tente de mieux pour le mieux, ça n'arrive pas à sortir, certainement que le bébé finit par mourir, et parfois même ça se décompose, etc. Et la vie de la mère, en ce moment-là, est en danger. Alors donc, aujourd'hui, on a des gens beaucoup plus formés, qui lisent un peu loin, qui voient un peu plus loin le danger venir, on décide d'une césarienne. Et on se rend compte du coup que voilà, on fait plus de césariennes aujourd'hui qu'hier. Je pense que c'est un problème qui n'est pas vrai. Un problème qui n'est pas vrai, ça c'est votre point de vue, je me retourne vers M. André Ouaka. Si je prends la quintessence des propos du gynécologue, M. Sylvain Totia, une femme qui est gravidique, donc qui va accoucher, qui présente une macrosomie, c'est-à-dire que l'enfant est gros et que le passage utérin ou le col de l'utérus est assez étroit, on voit bien qu'une grosseur dans un petit passage ne saurait s'acheminer. Mais en ce moment, on se dit, nos aïeux, toute une génération, l'Afrique, dans les temps, dans les tropiques les plus profondes, on a eu des parents, je ne veux pas dire aux grosses têtes, mais qui ont pu naître dans ces conditions, aidés par les matrones. Serait-ce un nouveau phénomène que d'avoir la macrosomie, M. André Ouaka? Déjà, Iris, ce sujet m'intéresse particulièrement parce que j'ai été victime à mon tout jeune âge. Ma première femme que j'ai connue est morte de suite d'accouchement. Et c'est ça qui a créé mon déclic pour que je tombe dans la recherche aujourd'hui. Alors, pour rebondir sur les propos du docteur, je dirais lorsqu'il dit qu'il faut reformer les nouvelles matrones, ça c'est une erreur très grave. Parce qu'il y a une poignée de personnes sur cette terre qui se permettent de s'en foutre de la vie des autres. Parce que le problème aujourd'hui se passe à quel niveau? C'est que la spécialisation à outrance est l'émiettement de la connaissance. Et c'est même un danger. La matrone d'hier était nutritionniste. Avant d'être nutritionniste, elle est médecin. Après, elle est pharmacienne.
Ça suppose que, pour revenir, l'enfant, avant d'être gros dans le ventre de sa mère, est dû à une alimentation. La maman a pris les aliments riches en énergie, qui ont produit l'énergie, a participé à ce que l'enfant prenne du volume. Or, cet enfant, avant, avait été suivi par un médecin. Est-ce que le médecin a pris la peine de dire à la jeune fille ce qu'elle doit consommer pour ne pas être dans cet état? Non, parce qu'il joue son rôle de médecin. Il attend que le nutritionniste le dise. Maintenant, ça arrive au niveau de la sage-femme. Est-ce que la sage-femme connaît tout ce que le médecin a fait entre-temps? Non. De deux, dans sa préparation prénatale, le médecin le prescrit les comprimés qu'il doit prendre. Est-ce que le médecin, entre-temps, sait comment on fabrique un comprimé? Non. C'est le pharmacien. Est-ce qu'il connaît le procédé de fabrication d'un comprimé? Non. Le problème se pose à ce niveau. Parce qu'il y a cette spécialisation des différents corps qui doivent travailler pour le même problème. Et que chaque corps ne comprend pas ce que l'autre a fait. C'est ça la difficulté. Or, la matrone d'hier disait à la jeune fille, mange le cuit, parce qu'à l'intérieur du cuit, il y a des minéraux qui doivent solver des acides, puisque ce sont les acides qui se transforment en graisse dans le corps et fait prendre du poids. Va dire à la jeune fille, ne consomme pas les aliments, va lui conseiller des aliments qu'il ne doit pas consommer, pour permettre que l'enfant ne prenne pas le volume. Voilà le problème. Mais qui a fait tout ça? Il y a des gens expressement là et savent ce qui se passe. Croyez-vous que la matrone aujourd'hui est incapable de faire face à un problème pareil, c'est-à-dire que l'enfant est gros et il n'arrive pas à sortir? Je vous dis, écoutez-moi bien ce que je dis. Je dis ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce problème de sectarisme, où chaque faillon gère sa partition en attendant que l'autre fait. La matrone d'hier, si l'enfant était depuis le début entre ses mains, on l'aurait soumis à une alimentation correcte qui n'aurait pas permis que l'enfant prenne du poids. Ah oui. Donc c'est cette spécialité-là qui empêche bien entendu, les sages-femmes professionnelles aujourd'hui ou les gynécologues d'assurer avec efficacité comme les malades. Pour revenir à ce que le docteur disait tout à l'heure pour les problèmes de Kramsey et consorts. Une femme enceinte a besoin par exemple de 300 grammes de calcium par jour, de 3000 grammes de calcium par jour, parce que son besoin est élevé. Il a besoin de 900 grammes de magnésium par jour. Maintenant, lorsque le pharmacien, le médecin prescrit à la femme enceinte le calcium, il ne connaît pas le procédé de fabrication du calcium. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous prenez un comprimé de calcium, étant un aliment non mort, votre organisme envoie cet aliment en destrogie. Lorsqu'il envoie en destrogie, votre organisme ne peut prendre que 20% de cet aliment. Alors, le scientifique, sachant que votre organisme ne doit prendre que 20%, doit multiplier la dose pour permettre que lorsque l'organisme prend les 20%, que ce soit la dose normale. Maintenant, le reste de ce calcium qui reste dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Il se transforme en acide. Or, le calcium étant le contraire de l'acide, l'autre va neutraliser complètement le calcium que la femme a pris. Entre-temps, ça veut dire que la femme ne consomme rien. Est-ce que le médecin connaît ce procédé de fabrication de médicaments? Lui, il est là pour prescrire. Donc, monsieur André Ouaka, ce serait l'excès ou bien la surmédicalisation, l'excès de médicaments donnés à la femme enceinte? Le problème, c'est que la femme enceinte a des besoins pour équilibrer son organisme avant l'accouchement. Or, ces besoins ne sont pas présents. Donc, si l'enfant devient assez gros de manière à ne pas pouvoir passer par l'utérus, pour l'enfant qui est assez gros et qui n'arrive pas à passer par... Ce serait la faute des médicaments? Pas la faute des médicaments, je parle de la faute des éclampsies et consorts. Pour la faute de l'enfant qui est gros et n'arrive pas à sortir, c'est un problème de départ. Au départ, on n'a pas soumis à la femme à une alimentation qui lui permet que l'enfant ne prenne pas de volume. L'enfant mange n'importe quoi parce que les aliments sont répartis en deux groupes. Il y a les macronutriments et les micronutriments.
Or, la majorité des aliments que nous mangeons aujourd'hui sont les macronutriments. Ça ne produit que de l'énergie. Et l'énergie se transforme en graisse dans l'organisme. Or, ce que la maman consomme, exactement, puisque l'humidité de l'enfant à l'intérieur du ventre de la maman dépend de l'humidité de la mère. Vous permettez, Dr André Ouaka, je poserai aussi la même question à M. Ouba. M. Ouba, on vous plonge dans le décor, on vous plonge dans cette émission. Ce phénomène de macrosomie, le gynécologue, j'emprunte à son expression très technique, l'enfant est assez gros, il n'arrive pas à passer dans le canal, dans le col de l'utérus. Donc, les matrones, à ce niveau, quelle serait leur importance? Alors qu'on sait bien que dans le passé, s'il y a 1 milliard d'habitants sur cette terre, les matrones ont été les premières accoucheuses. Est-ce qu'une matrone pourrait facilement faire face à une situation, si on veut faire le parallèle avec les dits de Dr Totia? Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Vous savez, au fur et à mesure que notre univers évolue, les sciences ont aussi évolué et les sciences aussi ont dénaturalisé l'homme de son environnement, n'est-ce pas, réel, de son environnement même culturel, et c'est de ses coutumes et de ses traditions. Ce qui fait que, n'est-ce pas, après l'arrivée, n'est-ce pas, de toutes ces sciences, nous nous sommes dénaturalisés, nous ne suivons plus les mêmes règles d'hygiène que nos parents ont suivies par le passé. Il n'y a plus même les exercices physiques parce qu'avant, nos ancêtres, nos parents partaient au champ, même étant grosses, elles avaient quand même une mobilité physique, elles avaient quand même des travaux, elles étaient quand même dans une situation de relaxation et aussi une situation même spirituellement, n'est-ce pas, assise. Or, à nos jours, une femme étant grosse, elle ne fait pas du sport, elle est dans des climatiseurs, elle est, n'est-ce pas, elle mange des matières grasses, elle ne fait aucun mouvement. Vous comprenez, tout cela favorise aussi la grosseur du fœtus dans, n'est-ce pas, l'utérus de la femme. Et aussi, avec tout ce que, n'est-ce pas, l'atmosphère actuelle, vous comprenez, on parle aussi de changement climatique, ça joue aussi sur les êtres humains, ça joue aussi, n'est-ce pas, sur le conditionnement même de l'air que nous respirons. Donc tout cela, actuellement, avec nos sages femmes, disons, traditionnelles, il y a eu aussi ce on peut appeler même comment on peut appeler, c'est-à-dire la volonté politique qui a essayé aussi d'écarter cette femme-là dans le sphère même de la santé conventionnelle. Parce que ça ne fait pas le 29 août 2014, au gîte de notre association, l'Association nationale des praticiens de santé, nous avions adressé au ministre de la Santé publique du Cameroun une lettre demandant, n'est-ce pas, de faire revenir, n'est-ce pas, les accoucheuses traditionnelles dans les centres hospitaliers. Parce qu'on a constaté qu'actuellement, nos jeunes sages-femmes ou nos jeunes infirmières, souvent même, elles ne s'occupent pas valablement même de la mère et de l'enfant. Et souvent même, il y a celles qui sont ou ceux qui sont là à la quête d'argent, non pas à la quête même du bien-être de l'individu. Et vous savez, ici au Cameroun, on a eu le problème de perte des enfants, de vol des enfants dans des centres hospitaliers, surtout dans des maternités. Donc pour ces raisons, l'association des praticiens de santé a saisi le ministre de la Santé publique le 29 août 2014 et lui dire vraiment il faudrait que dans le centre hospitalier qu'il y ait, n'est-ce pas, des praticiennes parce qu'il y a des décoctions. Comme le frère venait de le dire, il y a beaucoup de... Je ne vous coupe pas, M. Ouba. Oui. Nous rappelons à tous les utilisateurs que nous parlons pour l'Afrique, hein, toute l'Afrique entière. Oui. Ben, on va énoncer le problème hiatus, le problème blocage. La césarienne commence à se vulgariser. Vous êtes père d'enfant. Je présume que le chercheur indépendant André Ouaka connaît cette situation. Mais est-ce que la césarienne, c'est un peu trop facile? Parce que vous parlez de problème d'argent, parce qu'il faut faire, avant d'être un hôpital, l'hôpital aussi est un business, c'est un énorme business. Avec une césarienne, la femme passe 5 à 7 jours dans un hôpital, ça fait entrer de l'argent, alors qu'avec une matrone, c'est 2 ou 3 jours, ou 2 jours maximum. Et avec la césarienne, coûterait 200 000 francs CFA, alors qu'un accouchement normal coûterait seulement 50 000 francs. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté malsaine là, à l'intérieur de faire entrer l'argent dans les caisses? C'est vrai, monsieur Rich, il y a une volonté malsaine parce que certains même considèrent les hôpitaux
comme, n'est-ce pas, des hôtels à 4 étoiles, parce que nous voyons qu'il y a des cliniques ici où, n'est-ce pas, la nuitée même coûte 24 000 à 30 000. Donc vous voyez, tout cela, c'est un business, parce que le fait que même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu que 90% de la population rurale et urbaine font recours, n'est-ce pas, dans les valeurs salvatrices de la médecine traditionnelle et de l'environnement. Mais nous ne comprenons pas pourquoi, n'est-ce pas, il y a blocus et pourquoi il n'y a pas cette collaboration intersectorielle entre, n'est-ce pas, ces médecins conventionnels et ces thérapeutes traditionnels qui ont, n'est-ce pas, eu à aider, n'est-ce pas, notre continent avant même que n'arrive la science conventionnelle. Le conflit d'intérêts, Dr Tchotcha, peut-être le gâteau est assez grand et en ayant un bac plus 12, ça a coûté énormément et que si on se rend compte que la femme accoucheuse qui n'a suivi que la transmission héréditaire ou alors la transmission ancestrale, le père, la mère en mourant a légué tout son savoir, qui n'a pas pris peut-être 2 ans, qui est plus efficace, alors que vous faites des consultations de 15 000 francs et que l'encadrement peut aller à des centaines de mille. Peut-être on gagnerait à repousser, sinon à exclure totalement ces femmes accoucheuses des structures hospitalières, Dr Tchotcha. Bon, ça me fait beaucoup marrer parce que vous tirez à boulet rouge sur... Sur la césarienne, pas sur les gynécologues. Non, sur les gynécologues, ça j'ai compris. Histoire de prix, histoire de business, etc. Bon, avant de parler, n'est-ce pas, de répondre à votre question, je m'avais tout de suite vous faire une remarque. Je ne sais pas pourquoi est-ce que on pourrait penser comme ça. Mais est-ce à dire que avant la médecine conventionnelle, les femmes, les matrones, n'est-ce pas, accoucher toutes les femmes n'avaient aucune difficulté, n'est-ce pas, du point de vue obstétrical. Là, je vous mets au défi d'aller voir. Et je vous ai demandé de comparer. Parce que notre problème en Afrique, c'est ça. Nous ne faisons pas de la recherche. Et ça, je vous le dis. Hein. Ce n'est pas pour me moquer du chercheur qui est là, le chercheur indépendant. Je le félicite d'ailleurs. Mais c'est pour dire que nous ne faisons pas suffisamment de recherche. Et allez-y voir le budget de recherche, de la recherche, n'est-ce pas, dans nos ministères. Vous allez comprendre que c'est un volet qui est complètement négligé. Alors, s'il faut voir vraiment de façon objective ce qui se passait hier, c'est-à-dire la matrone qui est dans l'exercice de ses fonctions, etc., vous faites une comparaison. Peut-être qu'elles ne sont plus très courantes en ville, mais je vous assure, elles sont dans les villages. Elles continuent à travailler. Alors, s'il faut aller là-bas dans le village pour faire une étude objective par rapport au taux de mortalité, puisque c'est de ça que nous parlons sur ce plateau, le taux de mortalité maternelle, et vous revenez en ville et vous faites la même étude, vous choisissez une cohorte, n'est-ce pas, vous constituez un échantillonnage et vous venez faire les mêmes recherches en ville, là où il y a, n'est-ce pas, une prise en charge avec des consultations prénatales vraiment diligentées, vous allez me dire la suite. Parce que vous êtes semblé dire que de l'autre côté, les femmes ne mourraient pas, aujourd'hui les femmes meurent. Ben, je dis que c'est faux. Alors, nous avons regardé ce reportage ensemble. Et je pense que je n'étais pas le seul à comprendre que les matrones ont été un peu mises à l'école, n'est-ce pas, formées pour apporter une solution beaucoup plus intéressante, n'est-ce pas, par les gens de la Croix-Rouge. Ce n'est pas un fruit du hasard, c'est qu'on se rend compte que ces matrones sont limitées. Sinon, on n'aurait pas fait appel, n'est-ce pas, aux gens de la Croix-Rouge pour pouvoir leur apporter une autre formation, enfin compléter ce qu'elles ont déjà. On n'a rien de négatif par rapport à ça. Bon, ce qu'il y a de négatif, c'est que c'est surtout de croire qu'on a tout, on possède tout, et puis on s'en fout de l'autre. Alors, donc, en ce qui concerne le business, moi je crois, Monsieur Ulrich, qu'il y a un peu de vérité dans ce que vous dites. Et je ne suis pas parfaitement d'accord sur toute la ligne. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette recherche de gains effrénés. Mais dites-vous aussi que parmi ces personnes, il y a des gens qui donnent, n'est-ce pas, qui se donnent pour que le travail, qui ont un cœur, je veux dire, pour les malades.
Et là, c'est complètement différent. Alors donc, moi qui vous parle, je n'ai pas besoin de vous dire qui je suis, ce que je fais, mais seulement, j'ai un cœur pour ces genres de malades. Alors donc, il y a des cas, des situations dans lesquelles on est bien obligé, n'est-ce pas, de passer par une césarienne parce que face à une souffrance fœtale aiguë, vous avez du matériel qui vous permet de comprendre que cet enfant qui est dans le ventre est en train de faire 180 de battements cardiaques. Et si vous ne faites rien, l'enfant va mourir. Alors, et que vous avez un bloc opératoire qui peut vraiment vous aider à sortir cet enfant et le mettre à l'abri, n'est-ce pas, d'une mort. Alors, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous croisez les bras parce que les malades n'ont pas d'argent? Moi, je crois que ce n'est pas vrai. Mais moi, nous travaillons dans le sens, n'est-ce pas, de sauver d'abord des vies. Et après, bon, on voit, il y a des familles qui n'ont pas d'argent. On se rend compte qu'ils n'en ont vraiment pas. On n'en fait pas un drame. Mais d'autres se trouvent peut-être le moyen pour pouvoir se payer une césarienne. Mais cela ne veut pas dire, quand on voit seulement le taux de césarienne qui est, vous avez dit 200 000 francs, alors, les ingrédients nous viennent d'où? Les intrants, je veux dire, nous viennent d'où? Est-ce que dans notre pays, on est capable de fabriquer un seul fil de suture? Mais peut-être on importe tout cela. Alors, il faut tenir compte de ça aussi, de ces facteurs-là. Peut-être si la matrone était dans le bloc opératoire en même temps que vous, elle aurait pensé... On n'aurait pas fait la césarienne. Peut-être elle aurait introduit une décoction à boire qui aurait facilité peut-être le glissement de cet enfant ou bien l'élargissement du bassin. Merci, monsieur. Elles sont herboristes et spécialisées aussi. Merci, monsieur Ulrich. Bon, si d'un côté, il y a un apport certain sur lesquels on ne doit pas, n'est-ce pas, badiner et dire que, bon, face à une souffrance fœtale, il faut donner telle décoction et on donne la décoction, ça se passe bien, pourquoi pas? Bon, d'un côté, il y a quelque chose qu'on doit apporter, c'est vrai. Bon, moi, je dis que nous, que ce soit la médecine conventionnelle ou traditionnelle, on a l'obligeance, n'est-ce pas, de travailler ensemble. Mais le problème, c'est quoi? Le professeur Bouba, peut-être va nous le dire sur ce plateau. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours, n'est-ce pas, vous allez remarquer, n'est-ce pas, il y a toujours cette fermeture. Et je vous le dis, c'est vrai, nous avons toujours, en Afrique, cette fermeture. C'est-à-dire ce que le médecin traditionnel, lui, fait. Il a du mal à pouvoir, n'est-ce pas, l'expliquer. De l'autre côté, je connais l'anatomie, d'accord? Je vais leur dire, écoutez, il y a l'utérus, il y a les trompes, il y a les ovaires, il y a cela. Je m'ouvre à pouvoir leur apporter l'enseignement, puisque c'est pour ça qu'on a prêté le serment d'Hippocrate. Ouais. Alors donc, il y a un problème qui se pose donc par rapport à la transmission. Alors si, de l'autre côté, on a une certaine expérience, on peut expliquer, n'est-ce pas, certains phénomènes, et qu'on apporte à l'hôpital pour dire, voilà, nous avons découvert qu'on peut gérer le cas de souffrance fœtale en apportant telle décoction parce que nous avons fait des recherches par rapport à cette décoction particulière. Pourquoi? Qui va refuser ça? Alors donc c'est pour vous dire... Donc au Libéria, oui. Cela s'est fait au Libéria et oui. Pendant un bon nombre d'années. Mais qu'est-ce qui a mis fin à cette pratique? C'est qu'avec la politique de la gratuité de la santé, oui. Santé pour tous, à 0 francs CFA, les matrons se faisaient payer aux frais donnés par les patients. Une fois qu'on a dit qu'on a adopté la politique médicale de 0 francs, alors les matrons ne pouvaient plus se faire payer, manque de motivation, elles sont rentrées dans leur tanière. Ouais. Et en plus, vous parlez de césarienne, de la diminution de la mortalité de la mère et de l'enfant. Et il y a une académie de médecine en 2006 qui a rendu son rapport en disant que la césarienne ne contribuait pas à la mortalité, à la diminution de la mortalité de la mère et de l'enfant. Donc ça veut dire que c'est une pratique qu'il faudrait abandonner. J'aimerais bien lire ce papier. Quand vous voulez, vous avez reçu ce rapport. J'aimerais bien lire ce papier. Vous promettez que le chercheur André Waka, je retiens les matrons sont limités. Donc si j'emploie l'expression de Dr Totia qui a pris vraiment des pincettes pour dire que la matrone est limitée dans son intervention, est-ce que la matrone pourrait faire face à une dystocie, c'est-à-dire que le bassin est très peu large? Est-ce que les matrones n'auraient pas d'autres... Est-ce qu'on les limiterait juste à des petits marabouts qui prennent les herbes pour pouvoir... et qui ne marchent toujours pas? Ce qui me surprend toujours, c'est que de tous les débats que j'observe les médecins mener, personne ne... Tous limitent leur pensée sur... C'est-à-dire, on limite la pensée sur le problème. On ne voit pas pourquoi est-ce que le problème est là. Le problème, c'est qu'on limite toujours... C'est-à-dire qu'il se limite toujours... C'est-à-dire, sur le problème, il explique comment est-ce que le problème est déjà là. Pourquoi il ne faut pas toujours penser comment résoudre le problème en amont? Qu'est-ce qui fait que les femmes se retrouvent dans cette situation d'abord? Parce qu'on ne peut pas parler de la science sans parler de l'écosystème. Monsieur
lorsque vous allez, aujourd'hui, je suis allé au village, je dis à ma mère, monsieur, ne bouleverse plus la terre avant de s'aimer ton haricot. Pourquoi? Parce que la science nous démontre aujourd'hui que lorsque vous bouleversez la terre, vous brutalisez la nature. Lorsque vous sémez votre graine de haricot, la terre l'eau est obligée de venir damer. Or, lorsque vous bouleversez la terre, vous envoyez les herbes au fond. Ces herbes-là qui pourrissent en l'absence de l'oxygène ne pas produire ce qu'il faut. Parce que les herbes doivent être déposées au-dessus. Si vous faites la comparaison entre les arbres qui sont dans une forêt et les plantes qu'on a cultivées, vous verrez toujours que les arbres de forêt ont des feuilles très vertes. Pourquoi? Parce que cette terre-là ne connaît pas ces bouleversements-là. Ça veut dire que lorsque vous brutalisez la nature, il est impossible de guérir ces blessures. Ça a un effet terrible, néfaste sur la vie des hommes, lorsqu'il y a des opérations. Maintenant, pourquoi est-ce que nous ne réfléchissons pas? Pourquoi est-ce qu'on arrive à là? Vous voulez seulement savoir quelle est la décoration que la femme, sage femme traditionnelle pourra donner? Non! La sage femme traditionnelle prend son malade en charge depuis. Avant, il est prenait depuis. Ils sont nutritionnistes. On les conseille des aliments qu'ils doivent manger au départ pour que ce problème n'arrive pas. Maintenant, lorsqu'on parle de les former, est-ce qu'en formation, on peut demander à une femme nutritionniste de donner une décoction d'une feuille d'avocat, puisque la feuille d'avocat a beaucoup de chlorophylle, a beaucoup de magnésium, à une femme enceinte? On ne lui dira jamais ça. On lui dira de prescrire à cette femme un comprimé qui contient du magnésium, qui est un danger pour cette femme. Je viens de vous expliquer ici pourquoi est-ce que ce comprimé ne peut pas apporter le magnésium au corps de la femme enceinte. Vous permettez, André Ouaka, avec votre permission, nous prenons cet appel qui vient de l'Angleterre, M. Kwasi qui voulait intervenir dans cette émission. M. Kwasi d'Angleterre, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Monsieur Kwasi, bonsoir. Bonsoir le plateau, bonsoir l'Afrique. Je voulais participer à cette émission pour parler du sujet en question concernant les accouchements en Afrique. La semaine passée, j'ai demandé au peuple africain d'écouter attentivement Dr Ouaka et je reviens sur mes propos cette semaine encore. Je demande au peuple africain d'écouter attentivement Dr Ouaka. Parce qu'il y a quelque chose qui est important. Et je souhaiterais que Dr Roger Tapa, s'il m'écoute, il faudrait qu'il prenne en compte. Parce qu'il avait parlé de l'organisation, de la réflexion sur la santé en Afrique. Il faudrait que nous repensions la santé en Afrique. Parce que la santé et le système sanitaire en Afrique est en panne. Lorsqu'on écoute les docteurs médicaux sur ce plateau, ça fait mal. Moi, je suis en Angleterre. Je pense que les Africains ont fait le copier-coller. Et c'est ce qui tue les Africains aujourd'hui. Parce que l'accouchement, on dit que les enfants grossissent dans le ventre, ou bien le fœtus est gros dans le ventre lors de l'accouchement. Mais c'est dû à quelque chose. Et c'est ce que Dr Ouaka essaie d'expliquer. Le plus important, ce n'est pas l'accouchement. Parce qu'on met l'accent sur l'accouchement. Mais avant les 9 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Voici le problème. Parce que quand une femme est enceinte, on ne suit pas la femme. Ou bien on ne dit pas à la jeune fille qui a 15 ans, ou bien qui a 20 ans, ou bien qui a 18 ans, qui a 5, ce qu'elle doit prendre comme nourriture. Ça, c'est le plus important. Parce qu'une personne qui est enceinte, qui a eu une alimentation saine, ne peut pas avoir un fœtus gros. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je reviens là-dessus, je souhaiterais que à l'hôpital, on donne une formation aux gynécologues et aux sages-femmes dans ce sens. Parce que nos sœurs, nos mères, nos petites sœurs qui vont dans les hôpitaux ne suivent pas une formation. Quand elles sont enceintes, lorsqu'elles sont enceintes,
on leur donne des médicaments, on leur donne des sérums, on leur donne des vaccins qui font grossir les enfants et les petits dans le ventre. Voici où le problème se trouve. Alors que si on leur disait, on leur donnait une alimentation saine, je vais vous donner un exemple. Une femme qui est enceinte, voici ce qu'elle doit prendre. Elle doit prendre beaucoup d'aliments basiques ou bien les aliments alcalins. Elle doit prendre l'eau, j'ai dit l'eau de coco, je n'ai pas dit le jus de coco, l'eau de coco. Elle doit prendre l'huile de coco, elle doit prendre le miel, elle doit prendre beaucoup d'aliments, les feuilles, les sortes de feuilles. Voici ce qui permet à l'enfant d'avoir une formation, un développement sain dans le ventre de la femme. Mais dès que la jeune fille qui est enceinte essaie de prendre les acides gras, essaie de prendre les aliments qui sont riches en sucre, en glucides, en protéines, c'est-à-dire ça fait grossir l'enfant dans le ventre. Voici ce qu'on ne dit pas à nos sœurs. Voici ce qu'on ne dit pas à nos mères. Voici ce qu'on ne dit pas aux jeunes filles en Afrique et qui fait qu'il y a beaucoup de mortalité en Afrique. Voici cette pensée. Voici ce qu'on doit changer en Afrique. Et c'est pour ça que je demande à tous les Africains, je demande aux autorités africaines, je demande aux dirigeants africains d'écouter Dr Wakasu qui passe sur le plateau. Et je demande à Dr Roger d'organiser, on doit repenser la santé en Afrique. Et il faudrait que nous, les Africains, nous essayions pour repenser le système sanitaire en Afrique. Parce que c'est le copier-coller qu'on a fait et c'est ce qui tue les gens en Afrique. Et les gynécologues doivent avoir une formation. On ne doit plus s'appliquer, on ne doit plus s'appuyer sur les médicaments, dire que oui, tout est quitté en Europe. Moi, je suis en Europe. Je suis en Europe et je suis en train de parler. Je parle aujourd'hui parce que j'ai sacrifié ma vie. Je suis en train de sacrifier ma vie parce que pour sauver le monde. Ma participation, je voulais que les Africains m'écoutent. Je voulais que les Africains écoutent Dr Waka normalement. Parce que dans mon livre, j'ai dit, tu n'es pas ce que tu manges, tu es ce que tu digères. Ça veut... Merci M. Kwasi qui nous appelle d'Angleterre. Une longue et intéressante intervention ici pour replacer un peu le décor. Monsieur Dr Totia, qui est gynécologue sur ce plateau, après des boulets rouges tirés depuis l'Angleterre par M. Kwasi, quelles sont vos réactions? À savoir, on ne donne pas assez de miel, on ne donne pas assez d'huile. Pourtant, les éléments sont assez évidents. Mais pourquoi est-ce que ce docteur, peut-être parce qu'il est spécialisé en gynécologie, ne dirait pas assez à la femme qui veut l'accoucher? Peut-être est-ce la faute de la spécialisation? Pourquoi est-ce que, quand on sait que la césarienne a beaucoup d'inconvénients, après la césarienne, la femme n'arrive pas à accoucher après la prochaine grossesse, et il y a beaucoup de saignements, et l'hémorragie est la cause principale de la mort de la maman, de la mortalité infantile. Je ne sais plus quoi dire. Mais je pense que il faut qu'on soit un peu clair dans nos propos, qu'on soit un peu... je vous ai dit tout à l'heure que ce soit l'un ou l'autre, on ne peut prendre un côté et laisser l'autre. Ça, il faut le dire. Alors, je suis en train de m'évertuer sur ce plateau pour dire que la médecine traditionnelle a quelque chose de positif qu'il faut sortir. Il faut, n'est-ce pas, prendre la quintessence de tout cela et apporter, n'est-ce pas, à la médecine, si on peut dire moderne, comme ça. Mutualiser les efforts. Oui, c'est ce que je suis en train de dire depuis. Alors, je ne suis pas contre le fait qu'il faille... J'ai la prégnance d'un appel, le temps que vous réfléchissez, vous étiez mieux vos arguments. Nous recevons Mme Kwa qui appelle la Côte d'Ivoire. Mme Kwa, bienvenue sur le plateau. Vous êtes à Free Santé. Bonsoir, madame. Allô, oui. Allô. Nous vous écoutons, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ok. Je voulais dire au gynécologue, de dire au gynécologue que c'est vrai qu'il a reçu la formation, mais il faut dire que je suis
bien placée même pour intervenir dans ce sens. Parce que j'ai fait 4 maternités. Et les 4 maternités, les 2 premiers enfants, je me suis traitée avec la médecine traditionnelle. Je n'ai pas eu de problème. Les 2 autres maternités où j'ai décidé de suivre la médecine moderne, c'était vraiment tout un problème. Et ce qui fait grossir les enfants, ce sont les médicaments, disons, les comprimés qu'ils donnent pour que l'enfant puisse, la femme ne puisse pas, je ne sais pas comment on dit ça, contre l'anémie. Voilà, les médicaments contre l'anémie. Et ça te fait manger la femme sauvagement. Quand tu entends que tu prends tes comprimés contre l'anémie, ça te fait manger sauvagement, ce qui fait grossir l'enfant dans le ventre. Et je vais te dire aussi que moi, ma tante, paix à son âme, quand une femme enceinte qu'elle doit accoucher, même qu'on dit, quelle que soit la position de l'enfant, qu'on va appeler cette femme, elle va, comment on appelle, en Bruxelles, elle va prendre ses médicaments. Quand elle revient, elle positionne l'enfant dans le ventre de la femme. Même si on dit l'enfant vient par le bras ou bien par les pieds, elle positionne l'enfant dans le ventre avec sa main et qu'elle fait sortir l'enfant. Chez nous au village, il y a des médicaments pour faire réduire l'enfant quand il est gros dans le ventre. Il y a des médicaments pour ça. Ça seulement, peut-être que comme je suis en Côte d'Ivoire, c'est ça. Sinon, je pouvais lui envoyer ces médicaments-là. Il y a des médicaments pour ça, pour faire réduire l'enfant dans le ventre. Et ce que les gens disent, comme quoi que les gynécologues sont dans les hôpitaux, effectivement, ça c'est leur business. Les sages-femmes, elles ne contrôlent pas de plus rien, elles ne veulent pas toucher. Quand elles regardent, ok, césarienne. Quand elles regardent, ok, césarienne. Et c'est un business pour les gynécologues. Ce qui n'est pas du tout normal. C'est pas normal. Il faudrait que les gens fassent très attention à ça. Peut-être que lui, il a sa conscience, il sait qu'il ne le fait pas. Mais vraiment, on voit tous les jours. On voit tous les jours, c'est pareil. Donc la médecine traditionnelle est très importante. Les matrones aujourd'hui, même que les gens, aujourd'hui ce qui fait fuir les matrones, il faut le dire, c'est les gens, quand il y a un problème, on dit non, tu as fait ceci, tu as arrêté. Tu as fait cela, tu as arrêté. Et dans les hôpitaux, pourquoi on n'arrête pas les gynécologues? Pourquoi on n'arrête pas les sages-femmes? Mais ce sont les matrones au village, tout simplement parce qu'on fait, il y a eu, comme on appelle un dégât, on arrête la personne. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nos mamans au village fuient, ne veulent pas faire accoucher les gens. Quand il y a quelque chose, va à l'hôpital. Moi, je ne peux pas le faire. On fait elles peuvent le faire. Donc, il faut dire, moi je voulais dire aux gynécologues qu'il y a ça. Les gens vraiment nous fatiguent dans les hôpitaux. Mes 2 premières maternités, je n'ai pas pris de comprimés. Je viens à l'hôpital, on me prescrit, je viens, je dépose l'ordonnance là-bas. J'ai accouché sans aucun problème. Mes 2 autres maternités, ça a été tout un tas de problèmes pour moi. Et j'ai dit, de mon vivant, aucune de mes filles ne va suivre textuellement ce que les sages, encore de mon vivant, ce que les sages-femmes vont leur prescrire, elles ne vont pas le suivre. Moi-même, je serai dans la salle pour faire accoucher mon enfant. Parce que les histoires de césarienne là, je ne suis pas pour. Et je ne serai jamais pour cette histoire de césarienne. Qu'ils aillent dans les villages, se former avec ces femmes. Il y a une seule femme qui le fait. Il y a une seule femme entre nous qui le fait. Elle va se former avec nos mamans. Elle est sage-femme, elle va se former au village. Et quand elle vient, elle travaille très bien. Quand elle n'est pas à l'hôpital, les femmes ne vont pas à la maternité. Quand les femmes ne vont pas à la maternité. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire aux gynécologues, qu'il aille tout seulement, qu'ils ne disent pas que les blancs là, ce qu'ils sont venus dire, c'est pour juste nous dire, c'est pour juste vendre leurs médicaments. Ils sont là pour vendre leurs médicaments. Qu'ils arrêtent de nous dire, qu'ils arrêtent de blasphémer nos médicaments traditionnels. Qu'ils arrêtent de blasphémer nos médicaments traditionnels. Les blancs passent par eux pour blasphémer tout ce fait qu'on leur enseigner. Merci Madame Kwa, vraiment assez corrosive. Hein. Elle a déterni sur les médecins gynécologues. Avant de vous passer la parole, docteur gynécologue,
vous allez compléter, vous permettez, hein, on a parlé des décoctions, de retournement de l'enfant dans le ventre, justement avec une technique assez, on peut dire traditionnelle, mais naturelle. Ça veut dire que ça existe. Et vous avez parlé d'échantillonnage. Vous m'avez prescrit de faire une comparaison ou une étude scientifique. Elle a fait 2 maternités chez médecin gynécologue et 2 maternités chez la coucheuse. Elle a fini par épouser, ou sinon peut-être on ne parle pas d'homosexualité, la femme accoucheuse. Hein? Elle a dit plus jamais que les sages-femmes le prescriraient. Et elle demande aux gynécologues, aux sages-femmes dites professionnelles d'aller se faire former au village. Quelle est l'ironie du sort? Quelle est votre réaction pour compléter vos propos? Les boulets rouges, on en reçoit depuis qu'on est sur le plateau. Mais je pense qu'il va falloir qu'on soit éclairci un tout petit peu, qu'on soit éclairé. Parce que, comme cette dame l'a dit, bon, peut-être que ce qu'elle dit est vrai, parce qu'elle s'est confiée peut-être aux autres. Il y a des brebis galeuses partout. Bon, alors, donc, je veux juste te dire ceci. Alors, et je continue mes propos en disant ceci. Si il y a cette collaboration franche, c'est-à-dire d'une part, l'expertise vient de l'autre côté pour apporter, qu'on cesse de fermer, qu'on ouvre, et qu'on apporte cette connaissance au niveau de la médecine conventionnelle, je pense que ce serait très bien qu'il y ait inter-échange. Mais dire que, bon, on parle toujours de la macrosomie, il y a autre chose, hein, il y a plusieurs indications à césarienne. On ne peut pas parler de la césarienne sur ce plateau, on n'en finirait pas. Les indications à césarienne, on n'en finirait pas. Bon, on a juste choisi comme ça la macrosomie. Et ce qu'on a dit autour de la macrosomie, c'est vrai. Moi, je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Mais et les autres indications de la césarienne, qu'est-ce qu'on en fait? Mais dire qu'on ne doit pas faire la césarienne du tout, encore faut-il aller voir dedans. Vous voyez? Alors donc, mais je suis pour qu'on soit un peu, qu'on lève le débat, qu'on essaye de, n'est-ce pas, d'être objectif dans le débat que nous sommes en train de faire, et qu'on ne prenne pas parti, n'est-ce pas, pour un côté que de l'autre, qu'on essaie de voir, n'est-ce pas, dans tous les sens. De faire la part des choses. Qu'on fasse la part des choses, voilà. Sur ce mot, on va recevoir une autre intervenante qui nous appelle du Gabon, Madame Lungas. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir, madame, qui nous appelle du Gabon. Madame Bonsoir. J'appelle du Gabon, je suis Madame Benga. Je n'aime pas la médecine, la médecine des symptômes et non la médecine des causes. Oui, Madame Lenga, nous écoutons. Donc la médecine conventionnelle qui veut infantiliser la médecine traditionnelle. Parce que vous avez les films pharmaceutiques qui vous subventionnent. Et c'est pour cela que vous avez voulu écraser cela. Reconnaissez que les matrones ne sont pas investis sur terre. C'est le talent, c'est la connaissance. C'est quelque chose qui est inné. Donc nous ne partons pas dans l'éducation. C'est le bas niveau de la connaissance. C'est le bas niveau. Il y a d'abord la connaissance, il y a l'instruction, après c'est l'éducation. En tant que médecin, vous avez eu l'éducation. C'est dans les applications qu'on trouve l'éducation. Respectez les autres. Or, quand vous dites que les matrones ont été formées, c'est parce que la médecine, nous avons 2 médecines. Vous avez votre médecine et nous on a la nôtre. Ce que nous trouvons bizarre, la médecine c'est une affaire de souveraineté. Vous avez voulu tronquer notre identité. Malheureusement aujourd'hui, cette médecine traditionnelle est maintenant défendue par des intellectuels aussi diplômés que vous. Ce n'est plus comme avant. Ne dites plus qu'on est incapable d'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les intellectuels, les universitaires qui aujourd'hui viennent défendre la médecine traditionnelle. Donc il faudrait qu'en tant qu'Africain, ayez votre identité. C'est une affaire de souveraineté. Qu'on fasse un toilettage, qu'on regarde ce qu'il y a dans notre médecine, c'est une affaire de souveraineté, c'est ce que je voulais dire. Merci Madame Linga qui appelle du Gabon. Merci pour cette intervention. Monsieur le professeur Ouba, hein, vous pourrez rajouter les propos à la suite de cette intervention. Et ici, le tapis rouge est dévoilé à la médecine, aux accoucheuses traditionnelles. Hein. Exactement. Non, exactement. Vraiment, vous savez que depuis la nuit du temps,
nous savions que la médecine traditionnelle, surtout nos accoucheuses traditionnelles, ont eu à sauver les vies. Et c'est ma première fois d'être sur un plateau avec un éminent docteur, un gynécologue, qui vraiment parle vraiment de la collaboration, parce que beaucoup de médecins conventionnels, souvent même sont hostiles quand nous sommes sur un plateau. Ils n'aiment même pas évoquer ce problème de collaboration intersectorielle. D'autres souvent nous traitent de charlatans, de féticheurs, de sorciers. Bon, je suis un peu ravi parce que le docteur reconnaît quand même les valeurs salvatrices de la médecine traditionnelle africaine et tout ce que les différents intervenants internationaux ont eu, n'est-ce pas, à parler, c'est une réalité parce que tous sont des Africains, ils ont connu vraiment les valeurs de la médecine traditionnelle africaine parce que nos ancêtres, nos parents même qui vivent dans les villes reculées, même dans nos pays, il y a des villes reculées où il n'y a même pas de... Monsieur Ouba, professeur, est-ce que vos femmes ou votre femme a eu à subir une intervention à la médecine par une femme accouchée ou appelée matrone? Est-ce que vous parlez d'expérience ou alors c'est juste oui, une théorie ou alors par exemple, comme mes femmes, parce que je suis polygame, donc je suis africaine, donc j'ai 2 femmes. Donc ces femmes ont tous accouché, n'est-ce pas, d'une manière traditionnelle et dans de bonnes formes. Et les enfants se portent même très bien intellectuellement portant et aussi physiquement, n'est-ce pas, assis. Tout ça parce qu'ils sont suivis par des décoctions, on leur fait aussi des bains de fumée, on leur suit aussi, n'est-ce pas, avec des aliments traditionnels. Mais ce n'est pas exclu qu'ils ne font pas, qu'on ne les amène pas dans des hôpitaux pour des soins, n'est-ce pas, complémentaires. Parce que pour nous, les soins peut-être conventionnels, c'est complémentaire si on est traditionnaliste. Je reviens à vous, dans quelques instants, on reçoit Ndjomo qui nous appelle de l'Allemagne, qui ne cesse de taper dans le call center. Monsieur Ndjomo, nous vous passons la parole. Ok, d'accord, merci. Merci Erich. Et je salue d'abord tout le plateau et je vous remercie de me passer la parole. Je voudrais d'abord dire que je suis dit au docteur gynécologue obstétricien que je suis en parfait accord avec lui. Parce que je trouve que c'est naïf peut-être aujourd'hui de penser que la césarienne, c'est du n'importe quoi. Puisqu'il a précisé à l'entrée du débat que c'est une solution de dernier recours, je pense que le problème se pose plutôt au niveau de la gestion. C'est-à-dire quoi? Qui est celui qui décide que nous sommes arrivés au point final, nous devons appliquer la décision. Nous devons appliquer la césarienne. Moi, je pense que c'est là le problème. Très souvent, dans des cas pareils à l'hôpital, il y a au moins 2 ou 3 docteurs qui décident en unanimité. C'est-à-dire qu'il y a au moins 2 ou 3 diagnoses, elles ne sont pas, puisqu'il faut toujours faire. On dit 4 ils vont mieux que 2. Donc, je pense que cet adage a sa place. Je pense que le problème, c'est au niveau de la gestion. Et il va falloir être capable de séparer les finances, les problèmes de santé. C'est-à-dire quoi? Si on avait la possibilité d'avoir en Afrique des assurances santé qui écartaient les médecins, qui distançaient les médecins des finances pratiques, c'est-à-dire du malade au médecin directement, c'est-à-dire créer une cassure, je pense qu'on aurait plus de transparence à ce niveau pour éviter qu'il y ait du soupçon en ce qui concerne les finances. Puisque nous avons dans le passé eu ce genre d'expérience. Nous avons eu des gens qui meurent dans des urgences parce qu'il n'y a personne pour donner des poches de sang, ou bien soit pour nous avons besoin. Et je pense que là, le soupçon des citoyens est normal. Et dans le niveau de la médecine, moi je suis dans le domaine du bâtiment, je suis un ingénieur du bâtiment, et nous faisons dans le détail. Et si vous vous rendez compte, nous qui faisons dans le détail, c'est-à-dire une science qui n'est presque pas parfaite, nous sommes obligés par le gouvernement de nous remettre à niveau chaque 2 ans au minimum. Vous pouvez comprendre qu'au niveau de la santé, une science qui est aussi sensible, qui va de la vie, que les gens doivent être mettre à niveau. C'est-à-dire les sages-femmes, je considère normal qu'il y ait leur place, mais il faut les remettre à niveau. Il faut les apporter un plus. Et ça doit être financé par le gouvernement et supporté aussi. C'est-à-dire qu'il doit avoir des possibilités de se remettre à niveau à chaque fois. Et les médecins aussi. Bien sûr que les médecins, la médecine, c'est une science statique. Donc je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la gestion. Ça, c'est mon point de vue personnel. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à ça, surtout ceux qui ont affaire au système de santé africain en général. Vous vous rendez compte, le documentaire que nous avons vu au début, un pays comme le Libéria, qui souffre de tous les maux,
Hein? Mais tout ce que les États-Unis ont trouvé avec ces cadeaux, c'est 3000 militaires sur le sol. Vous vous rendez compte à quel niveau de l'utilisation? Vous vous rendez compte à quel niveau ces gens nous prennent pour des je ne sais pas quoi. Donc il y a un problème de souveraineté là-dedans aussi. Il y a un problème de souveraineté finance et de gérance. Pour ne pas confisquer le plateau, je vous renvoie l'antenne. Merci et merci de passer la parole. Au revoir. Je vous remercie à mon tour, monsieur Diomo, qui nous appelle d'Allemagne. Hein, et merci pour votre fidélité téléphonique. Alors, monsieur André Waka, qui est très plein d'impatience, vous avez la parole hein, pour rebondir sur plusieurs aspects liés à ce sujet. C'est vrai que la parole aujourd'hui n'est pas de moindre. Vraiment répartie. Bon, c'est qu'enfin, moi, je comprends le médecin. Vous savez, aujourd'hui, le médecin ne peut pas faire autrement. Il fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. S'il fait autrement, il est radié de l'ordre. Parce que moi, je ne comprends pas qu'un médecin, au cours de 10 ans d'exercice, a des difficultés, n'arrive pas à penser, ne cherche pas à réfléchir autrement. Il aurait dû réfléchir autrement. Réfléchir autrement, c'est quoi? C'est que, c'est dit quoi? C'est que, à un moment donné, il dit, bon, si j'ai 10 cas devant moi, qu'est-ce qui se passe qu'à chaque fois que les 10 cas arrivent, la personne a toujours la difficulté. Et là, ils peuvent penser comment est-ce qu'on peut prévenir les difficultés avant l'accouchement. Là, en tenant compte des aliments. Deuxième aspect, vous parlez de médicaments. Le médecin ne connaît pas le procédé de fabrication des médicaments. Il ne fait qu'administrer par rapport à ce qu'il a appris à l'école. Or, aujourd'hui, nous sommes tout à fait d'accord que les médicaments qu'on donne à une femme enceinte, l'organisme de la femme enceinte l'assimile en destrogie. Destrogie veut dire que il ne prend que 20% et le reste va en déchet. On ne peut pas parler de la science sans parler de cet équilibre. C'est impossible. Or, la connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est la capacité d'éveil d'un homme à être conscient de son existence et des réalités qui l'entourent. La connaissance n'est pas de ne qu'appliquer ce que les autres vous ont appris. Il faut à un moment donné s'imprégner des réalités et de voir ce qu'il y a lieu à faire. Mais ce n'est pas le cas avec les médecins aujourd'hui. Vous semblez dire que les médecins de nos jours... Ils appliquent exactement ce qu'on les a demandé de faire. Et ils fuient. La responsabilité ne les incarne pas. Si tu attribues un médicament et que ça te fait un tort, vous allez vous adresser au fabricant. Ce n'est pas lui qui a fabriqué le médicament. Ça ne lui incarne pas parce que la femme enceinte court un grave problème aujourd'hui. Des difficultés énormes. Et toutes ces difficultés sont liées au déséquilibre acido-basique que je parle tous les jours. Ce déséquilibre, lorsqu'il s'installe dans le corps de l'homme, il y a plein de dysfonctionnements. Et ce déséquilibre est dû à ce déséquilibre alimentaire. Or, en parlant de déséquilibre alimentaire, vous avez un peu trop tapé sur la médecine moderne. Il y a un docteur qui appelle des États-Unis qui voulait aussi apporter sa pierre à l'édifice de construction ici, du raisonnement et de la vérité pour la science et la santé africaine. Alors, docteur Béni qui appelle des États-Unis, bienvenue sur le plateau. Nous attendons votre point de vue. Ok, merci. Je vous salue. Je voudrais intervenir sur l'émission qui se passe maintenant. Je suis docteur Béni et je voudrais m'adresser singulièrement à votre médecin conventionnel. Je pense qu'il a soulevé quelques questions, quelques points, à mon avis, qui sont intéressants, mais mal abordés tout de même. Quand tu nous parles de mener des statistiques, de mener une étude comparative, je suis d'accord avec lui. Trouvons un échantillon. Et le point fait d'abord, parce qu'il disait que peut-être que dans le cas de la santé, je sais pas moi quoi, le cas des matrones, il devrait peut-être avoir, si je l'ai bien suivi, plus de décès que dans le cas de la médecine conventionnelle. Alors, je dis ceci. Si nous prenons d'abord une étude comparée dans le temps, c'est-à-dire nous choisissons les échantillons, ça dépend. Lui, on peut, si c'est une question d'échantillon, nous savons qu'il y a plusieurs méthodes d'échantillonnage. Nous choisissons un cas. Et nous ne sortons pas du contexte, nous ne sortons pas du temps. Nous restons dans le temps ancien. Et nous faisons cette étude comparative-là par rapport à cette période. Et nous allons voir combien de décès nous avions pendant ce temps. Maintenant, nous revenons dans ce temps, le temps présent. Alors,
nous faisons une autre étude comparative. Nous faisons un échantillon. Ça dépend si vous voulez un échantillon par groupage. Il y a plusieurs méthodes d'échantillonnage. Bon, je ne vais pas vous apprendre cela. Il y a plusieurs méthodes. Vous choisissez la méthode qui vous intéresse. Et alors, vous allez faire encore cette étude comparative par rapport au temps présent. Et vous allez vous rendre compte que, d'une manière ou d'une autre, il n'est pas évident, je dis bien il n'est pas évident, que la médecine, comment on appelle ça encore, la médecine faite, les accouchements faits par des matrones, soit plus dangereuse que ce que vous faites dans la médecine conventionnelle. Alors, donc, il ne suffit pas seulement de dire, faisons une étude. Non, plaçons une étude dans le contexte. Prenons une étude, dont nous avons deux contextes, et après nous allons faire une étude comparative de ces deux périodes de temps. Et il ne suffit pas seulement de faire les études comparatives, il ne faut pas seulement aller prendre les petites données, comme je vois souvent dans les études faites par des médecins, on calcule rapidement une moyenne, on calcule rapidement, je ne sais pas moi, une médiane et on s'arrête. Non, nous allons faire des tests. On peut prendre le test de type 2, on peut prendre n'importe quel test. Nous analysons à partir, nous allons faire maintenant à partir de ces tests, nous allons voir quel est le cas entre les deux types de médecine, entre les deux types d'accouchement qui marchent mieux. Moi, sans avoir cette étude, je penche beaucoup plus pour l'ancienne méthode, pour la méthode traditionnaliste, qui serait peut-être mieux. Bon, d'accord. Vous avez aussi dit, entre-temps, toujours, vous me suivez, prendre un peu de temps, vous avez dit tout à l'heure que les tradis praticiens sont un peu fermés. Ben, s'ils sont fermés, c'est à vous d'aller vers eux. Vous allez vers eux et vous dites, ben, menons une étude ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire évoluer la science dans notre pays? Et je vous dis, je pourrais vous passer un document si vous le voulez. Il y a des études qui montrent que si on prend 100 cas de décès dans un hôpital, ça c'est des choses vérifiées, plus de 70% sont de la faute des médecins. J'ai dit bien plus de 70%. Donc, merci, merci Dr Béni des États-Unis. Merci encore pour tous les téléspectateurs qui ont bien pris part à cette émission. On va clôturer. Césarienne, on en a assez parlé. Et la médecine moderne, la question reste et demeure, faut-il promouvoir la présence et l'activité des femmes accoucheuses dans les structures hospitalières? Dans le cas du Libéria, on voit bien qu'elles ont longtemps brillé par leur fidélité et efficacité, mais lorsque, après-guerre, on a rétabli, tout s'est rétabli, on a commencé à installer au forceps le modernisme sous l'égide du gynécologue, de la sage-femme dit qualifiée. Aujourd'hui, ces questions, comment vous la répondez, Monsieur Ouba? Faut-il promouvoir la femme accoucheuse dans la structure hospitalière? Oui, exactement, c'est ce que nous demandons toujours, n'est-ce pas, à nos gouvernements, africains, de reconnaître, n'est-ce pas, cette médecine africaine, comme a reconnu, n'est-ce pas, la Chine, parce que le président Mao Tse-tung, lorsque, n'est-ce pas, il a voulu faire la promotion de la médecine traditionnelle chinoise, il a, n'est-ce pas, appelé tous les médecins qui ont appris, n'est-ce pas, la médecine conventionnelle. Il leur a dit d'aller, n'est-ce pas, dans des campagnes, suivre, n'est-ce pas, les médecins traditionnels afin, n'est-ce pas, acquérir des connaissances de base issues à la réalité culturelle. Aujourd'hui, nous voyons que la Chine, sur le plan de la médecine, n'est-ce pas, c'est une grande puissance en médecine traditionnelle chinoise qui est en train, n'est-ce pas, n'est-ce pas, prendre tout notre environnement. Donc nous demandons à nos gouvernements africains, n'est-ce pas, de reconnaître cette valeur salvatrice, de ne pas jouer, n'est-ce pas, le jeu de gain, parce que nous savions, quand nous avions parlé dans l'introduction, n'est-ce pas, la médecine conventionnelle, quelque part, n'est-ce pas, certaines même disent que c'est le lieu par excellence, n'est-ce pas, de rendre l'âme, parce qu'avec aussi la morgue, le prix de la morgue, tout cela, donc ce qui fait que en médecine traditionnelle, beaucoup de personnes accourent vers nous, donc il faut un soutien, n'est-ce pas, des thérapeutes traditionnels. Oui, M. Ouba, pour renchérir, la Chine, de 1950 à 1980, ils ont utilisé les femmes accoucheuses et la mortalité maternelle infantile a chuté de 1500 victimes à 115. Pour dire quand même, en Suède, c'est pareil, au Bangladesh, les femmes accoucheuses sont instaurées. Ce n'est pas en Afrique, ailleurs. Donc disons que ici, en Afrique aussi, en subsaharienne, vu les moyens limités, l'alternative onéreuse du coût facile, on pourrait pratiquer aussi cette médecine. Exactement. Exactement. Monsieur Totia, vos mots de la fin, docteur
en médecine ici qui nous a vraiment servi ce plateau avec les arguments de la mutualisation des forces et des connaissances. On espère que sur le terrain, ça pourra aussi se faire. Hein. Oui, j'ai appris de la médecine dans un pays qu'on appelle le Bénin, avant d'aller ailleurs. Alors, donc, si vous arrivez à l'hôpital national, je veux dire au CNHU à Cotonou, vous allez voir aujourd'hui qu'il y a un pavillon consacré à la médecine traditionnelle. Alors, donc, je veux parler ainsi, n'est-ce pas, de la volonté politique. Parce qu'on peut débattre tout sur ce plateau, mais lorsque la volonté politique ne suit pas, on ne peut pas, n'est-ce pas, faire un pas. Voilà des pays qui ont compris que, bon, la médecine traditionnelle a une place. Quand vous allez, par exemple, dans les laboratoires de recherche en médecine traditionnelle, la faculté, n'est-ce pas, je crois que c'est faculté de biologie, hein, à l'université de Cotonou, vous allez voir des chercheurs qui s'appliquent, n'est-ce pas, à étudier les plantes, les effets, etc., etc., et font du bon boulot. Et je ne veux pas faire la publicité de quelqu'un, mais je vais vous dire que dans ce pays aujourd'hui, on reconnaît à un Béninois, n'est-ce pas, la création d'un médicament contre la drépanocytose qu'on appelle le VK500. Et c'est sur le marché, et tout le monde connaît ce médicament et son efficacité sur le traitement de la drépanocytose. Alors donc, ce n'est pas de la publicité, c'est pour dire que ce qui est bien, il faut l'apprécier. Alors donc, je suis toujours sur ma position, c'est-à-dire que il faut une collaboration. Il faut une certaine collaboration, il faut une certaine complémentarité, n'est-ce pas, pour le bien, n'est-ce pas, des malades. Alors donc, mais je suis contre tous les extrémismes de tous bords qui pensent que aller à l'hôpital, c'est dépenser de l'argent, c'est du business, etc. Bon, et je dis que certainement qu'il y a des brebis galeuses dans tous les secteurs, donc il ne faut pas généraliser. Moi, je crois. Alors, je pense que, d'une part, il y a quelque chose à donner, d'autre part, il y a quelque chose à donner, mais comment donc apporter les deux ensemble? Il va, n'est-ce pas, de la volonté politique. Et l'hôpital n'est certainement pas un hôtel à 4 étoiles. Hein? Non, du tout, je ne pense pas. Et vous voyez l'auditeur de tout à l'heure qui a appelé, je crois, depuis l'Allemagne. Il a bien expliqué pourquoi ça marche là-bas, pourquoi ça marche dans certains pays autres que, enfin, dans des pays avancés. C'est pourquoi? Parce qu'il y a, n'est-ce pas, ce système n'est-ce pas, d'aide, enfin, ce système, n'est-ce pas, de sécurité sociale qui facilite les choses, qui fait que, bon, lorsqu'il y a une certaine cotisation, une caisse de mutualisation, ça aide beaucoup dans la prise en charge, n'est-ce pas, de certaines maladies, et le malade ne ressent pas trop le coup. Le malade ne ressent pas trop le coup. Là, nous parlons des femmes enceintes et des enfants. Ils ne ressentent certainement pas le coup de ce côté. Nous allons au pas de course, M. André Ouaka, le mot de la fin. On espère être vraiment court et bref. Hein. Pour une fois, je rencontre un médecin ouvert. Parce que dans mon pays, le Cameroun, si vous osez présenter un produit dans un hôpital pour un malade, lorsqu'il est véritablement en difficulté, le médecin va immédiatement refouler le médicament. Et même tenter même d'appeler la police pour qu'ils viennent vous... Et comme vous savez, la police les couvre énormément. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que c'est la santé des êtres humains qui m'intéresse. Et je conseillerais tout simplement aux femmes enceintes et aux jeunes hommes qui ont les femmes enceintes que n'apportez plus beaucoup de gâteaux de boulangerie, de viande, des jus, des aliments extrêmement sucrés à vos femmes. Apportez-les des aliments riches en minéraux. Par exemple, les ananas, des oranges et consorts, pour ne pas amener l'organisme de la femme à développer des acides qui plus tard, lors de son accouchement, aurait des difficultés pour accoucher. C'est bien là, moi je retiens de vos propos que pour garder sa femme à la maison, il faudrait éviter de passer par la boulangerie, il faudrait plus passer chez le fruitier pour acheter les ananas, les légumes. Les légumes et tout, ils consomment. C'est un changement difficile à opérer, mais il faut bien le faire si on ne veut pas pleurer lors de l'accouchement. Hein. Mesdames, Messieurs, il fallait le dire ici, il fallait aborder cette question de césarienne. Tous les avis ont convergé, hein, sont divergés pour une certaine part sur cette césarienne, cette pratique. Mais au final, il faut savoir que
pour la promotion de la matrone ou ces femmes accoucheuses dans les hôpitaux. Plusieurs arguments vont dans le sens de la restaurer et même de l'améliorer et la qualifier, donc de faire une formation formelle pour qu'elle puisse y demeurer et apporter son savoir-faire à part des plantes et à savoir millénaire. Sur ce plateau, nous allons nous refermer par fermer les portes pour un prochain rendez-vous. D'ici là, le débat continue sur Afrimédia, la chaîne panafricaine. Au revoir.